Salut Léo, utilises-tu souvent ton téléphone? Oui, mais j'essaie de le limiter pour ne pas perdre de temps. Bonjour Mia, utilises-tu des sacs en plastique? Non, j'utilise des sacs en tissu, ils sont plus solides et écologiques. Salut Nora, rencontres-tu souvent tes amis? Oui, passer du temps avec eux me rend heureuse. Bonjour Oscar, es-tu nerveux avant les examens? Oui, mais j'essaie de rester calme et de relire mes notes. Chers membres, ceci est une annonce du Riverdale Sports Club. Veuillez noter que le gymnase et la piscine seront fermés du 1er au 5 juillet pour entretien annuel. Toutes les autres installations, y compris les cours de tennis et le café, resteront ouvertes pendant cette période. Nous vous remercions de votre compréhension, pendant que nous travaillons à améliorer la qualité de nos services. Chers lecteurs, ici la Bibliothèque publique centrale. Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée lundi, à l'occasion d'un jour férié national. Les activités normales reprendront mardi à 9 heures. Les membres sont priés de planifier leur visite en conséquence. Nous nous excusons pour tout désagrément, et vous souhaitons de bonnes vacances. Attention à tous les passagers, en raison d'ajustements techniques imprévus sur la ligne principale, le service express de 8h45 à destination de Riverside Station sera dévié par la branche Eastwood. Cela pourrait entraîner un retard pouvant aller jusqu'à 15 minutes pour toutes les stations suivantes.
Les passagers ayant besoin d'un service direct vers Riverside sont invités à effectuer une correspondance à East Junction. Nous nous excusons pour tout désagrément et vous remercions de votre compréhension et de votre coopération. Bonjour, ici l'administration de l'hôpital de la ville. Nous voulions vous informer que la chirurgie cardiaque programmée de votre père a été déplacée du 20 octobre au 17 octobre en raison d'un ajustement d'urgence dans le calendrier du service de cardiologie. Veuillez confirmer la nouvelle date et effectuer les tests préopératoires avant le 15 octobre. Le non-respect de cette échéance pourrait entraîner un report ou une annulation de l'intervention. Bonjour, ici West Point Résidence. Veuillez noter que la pression de l'eau pourrait être réduite demain entre 9 h et midi en raison de travaux d'entretien sur la canalisation principale. Nous recommandons d'effectuer la lessive ou la vaisselle en dehors de ces horaires. Les conduites d'urgence ne seront pas affectées. Merci de votre coopération. Bonjour, ici le service visa de Skybridge Airlines. Nous avons remarqué que votre autorisation de voyage liée à votre prochain vol expire 2 jours avant votre départ. Veuillez la renouveler via le portail d'immigration afin d'éviter tout retard à l'enregistrement. Si vous l'avez déjà mise à jour, veuillez ignorer cet avis. Bonjour, ceci est un message important de NatureNest Organics. Nous avons lancé un rappel volontaire d'un lot de notre beurre d'amande en raison d'une possible contamination croisée avec des noix de cajou non déclarées. Si vous avez acheté le lot numéro 2321, veuillez retourner le produit pour obtenir un remboursement complet. La sécurité de nos clients est notre priorité absolue. Bonjour, ici le service des ressources humaines de Nexus Enterprise. Notre enquête annuelle d'engagement est maintenant en ligne et restera ouverte à la fin de la semaine. Vos réponses sont anonymes et essentielles pour orienter les politiques de l'année prochaine. Veuillez consulter votre boîte de réception pour accéder à votre lien sécurisé. Bonjour, ici le service d'assistance technique de LearnSphere. Nous avons remarqué que plusieurs utilisateurs ne peuvent pas accéder au module 3 en raison d'un problème de synchronisation de fichiers. Notre équipe s'en occupe et prévoit un rétablissement d'ici quelques heures. Vous n'avez aucune action à entreprendre de votre côté. Nous vous remercions de votre patience.
Bonjour, ici Mélanie d'Urban Stay Rent House. Votre bail arrive à expiration dans 30 jours et nous vous proposons un renouvellement anticipé avec une prolongation à tarif fixe pour une année supplémentaire. Faites-nous savoir si vous souhaitez verrouiller ce tarif avant les changements du marché. Nous serons heureux d'en discuter avec vous. Personne 1. Le travail à distance a démontré des avantages indéniables tant pour la productivité que pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il réduit le temps de trajet, améliore la concentration des employés et s'aligne sur les objectifs de développement durable. À condition que les mesures de performance et la communication d'équipe régulière soient maintenues, il semble y avoir peu de raisons de ne pas l'adopter. Personne 2. Je me méfie de rendre le travail à distance permanent. Il affaiblit la cohésion sociale, réduit la collaboration spontanée et peut isoler les employés. Un lieu de travail est aussi un espace d'échange et d'appartenance, nous risquons de perdre cela si chacun reste derrière un écran. Personne 3. Le travail à distance a du sens s'il est équilibré. Je pense qu'un modèle hybride, combinant des jours au bureau et des jours de télétravail, offre le meilleur des deux mondes. Autonomie et connexion. La flexibilité doit cependant dépendre de la nature des tâches et des besoins du service. Personne 1. S'engager pleinement dans les énergies renouvelables d'ici 2030 est à la fois une obligation morale et un investissement stratégique. Cela renforce notre responsabilité environnementale tout en positionnant l'entreprise comme leader du secteur en matière de durabilité. Personne 2. L'idée est séduisante, mais la faisabilité est discutable. Les infrastructures renouvelables sont coûteuses, et notre technologie actuelle pourrait ne pas soutenir pleinement une telle transition sans compromettre la stabilité opérationnelle. Personne 3. Bien que je soutienne le passage à l'énergie verte, le calendrier devrait rester flexible. Une approche progressive permettrait de s'adapter aux contraintes technologiques et financières tout en maintenant un engagement écologique. Bienvenue sur Planet Watch. À l'échelle mondiale, près d'un tiers de toute la nourriture produite n'est jamais consommée. Le gaspillage se produit à chaque étape, des cultures non récoltées aux produits avariés dans les supermarchés, en passant par les restes jetés dans les foyers. Cela représente non seulement une perte nutritionnelle, mais aussi un gaspillage de ressources telles que l'eau, l'énergie et les terres. Les déchets alimentaires contribuent considérablement aux émissions de gaz à effet de serre lorsqu'ils se décomposent dans les décharges. Les gouvernements lancent des campagnes de sensibilisation, tandis que des start-up innovent avec des applications reliant les excédents alimentaires aux associations caritatives. Pourtant, les critiques affirment que le véritable changement nécessite une modification des habitudes de consommation et des normes industrielles. La question demeure. La technologie et les politiques peuvent-elles réduire ce gaspillage, ou faut-il un changement fondamental de mode de vie?
Bienvenue sur Tech Horizon. Les véhicules électriques sont présentés comme une solution à la pollution et à la hausse du prix des carburants. Les ventes ont explosé, les gouvernements offrant des subventions et les constructeurs automobiles augmentant leurs lignes de production. Cependant, l'infrastructure peine à suivre. Les bornes de recharge restent rares, mal réparties et souvent incompatibles entre régions. L'angoisse de l'autonomie continue de freiner l'adoption sur de longues distances. De plus, la production de batteries nécessite l'extraction de lithium, soulevant des préoccupations environnementales et éthiques. Les partisans affirment que les bénéfices à long terme l'emportent sur ces obstacles, tandis que les critiques se demandent si nos systèmes actuels peuvent soutenir une telle transition. Le débat revient à la question centrale. Bâtissons-nous réellement un écosystème prêt pour l'électrification, ou avançons-nous trop vite sans fondation suffisante? Bonsoir à tous, auditeurs. Aujourd'hui, nous abordons un phénomène qui touche de plus en plus les travailleurs modernes, la fatigue numérique. Professeur Klein, pourriez-vous expliquer les mécanismes qui rendent l'exposition continue aux écrans si épuisante mentalement? Certainement. Une exposition prolongée aux interfaces numériques, surtout celles exigeant du multitâche, provoque une activation cognitive constante. Chaque micro-interruption, qu'elle provienne de notifications ou d'onglets ouverts, déclenche des processus de réorientation attentionnelle dans le cortex préfrontal. Avec le temps, cette redirection permanente consomme le glucose et l'oxygène à un rythme accéléré, réduisant l'efficacité neuronale. Donc, cette fatigue n'est pas uniquement psychologique? Exactement. Physiologiquement, la libération excessive de dopamine provoquée par les récompenses numériques fréquentes, mentions, j'aime, alertes, messages, favorise d'abord l'engagement, mais diminue ensuite la sensibilité des récepteurs. Ce déséquilibre entraîne une baisse de motivation, de l'irritabilité et des difficultés à maintenir la concentration sans stimulation constante. Comportementalement, les individus commencent à associer la productivité à la connectivité permanente, une illusion qui érode la vraie concentration et la mémoire. Observe-t-on une réponse adaptative chez les utilisateurs réguliers? De façon intéressante, certains développent des comportements compensatoires, tels que des périodes, hors ligne, structurées ou des pratiques de minimalisme numérique, qui restaurent partiellement l'attention et la régulation circadienne. Cependant, à moins que les normes sociales ne redéfinissent la productivité en dehors de l'immédiateté, la fatigue numérique restera un problème croissant de santé cognitive. Bonsoir à tous, auditeurs. Aujourd'hui, nous abordons un phénomène qui touche de plus en plus les travailleurs modernes, la fatigue numérique. Professeur Klein, pourriez-vous expliquer les mécanismes qui rendent l'exposition continue aux écrans si épuisante mentalement? Certainement. Une exposition prolongée aux interfaces numériques, surtout celles exigeant du multitâche, provoque une activation cognitive constante. Chaque micro-interruption, qu'elle provienne de notifications ou d'onglets ouverts, déclenche des processus de réorientation attentionnelle dans le cortex préfrontal. Avec le temps, cette redirection permanente consomme le glucose et l'oxygène à un rythme accéléré, réduisant l'efficacité neuronale. Donc, cette fatigue n'est pas uniquement psychologique? Exactement. Physiologiquement, la libération excessive de dopamine provoquée par les récompenses numériques fréquentes, mentions, j'aime, alertes, messages, favorise d'abord l'engagement, mais diminue ensuite la sensibilité des récepteurs. Ce déséquilibre entraîne une baisse de motivation, de l'irritabilité et des difficultés à maintenir la concentration sans stimulation constante. Comportementalement, les individus commencent à associer la productivité à la connectivité permanente, une illusion qui érode la vraie concentration et la mémoire. Observe-t-on une réponse adaptative chez les utilisateurs réguliers? De façon intéressante, certains développent des comportements compensatoires, tels que des périodes, hors ligne,
structurées ou des pratiques de minimalisme numérique, qui restaurent partiellement l'attention et la régulation circadienne. Cependant, à moins que les normes sociales ne redéfinissent la productivité en dehors de l'immédiateté, la fatigue numérique restera un problème croissant de santé cognitive. Dr Schneider, on parle de plus en plus du lien entre l'alimentation et la performance mentale. Pourriez-vous décrire les mécanismes biochimiques reliant la nutrition à la cognition? Oui, le glucose est la principale source d'énergie du cerveau. Les régimes riches en sucre raffiné provoquent des pics et des chutes rapides de glycémie, nuisant à la concentration soutenue. À l'inverse, les glucides complexes stabilisent l'apport et améliorent la concentration. Les acides gras oméga-3, abondants dans les huiles de poisson, contribuent à la fluidité des membranes neuronales, facilitant la transmission des signaux nerveux. Les carences entraînent un ralentissement du traitement de l'information et des troubles de l'humeur. De même, des micronutriments comme le fer et les vitamines B sont essentiels à la synthèse de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, tous deux au cœur de la motivation et de l'équilibre émotionnel. Au-delà de la biologie, les habitudes alimentaires influencent aussi les résultats culturels et éducatifs. Les sociétés valorisant une alimentation équilibrée présentent souvent une meilleure performance académique et une moindre prévalence du déclin cognitif chez les personnes âgées. À l'inverse, l'insécurité alimentaire aggrave les disparités, affaiblissant à la fois la santé et les opportunités. Ainsi, la nutrition n'est pas seulement une nécessité physiologique, mais un déterminant du bien-être intellectuel et social. Dr Schneider, on parle de plus en plus du lien entre l'alimentation et la performance mentale. Pourriez-vous décrire les mécanismes biochimiques reliant la nutrition à la cognition? Oui, le glucose est la principale source d'énergie du cerveau. Les régimes riches en sucre raffiné provoquent des pics et des chutes rapides de glycémie, nuisant à la concentration soutenue. À l'inverse, les glucides complexes stabilisent l'apport et améliorent la concentration. Les acides gras oméga-3, abondants dans les huiles de poisson, contribuent à la fluidité des membranes neuronales, facilitant la transmission des signaux nerveux. Les carences entraînent un ralentissement du traitement de l'information et des troubles de l'humeur. De même, des micronutriments comme le fer et les vitamines B sont essentiels à la synthèse de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, tous deux au cœur de la motivation et de l'équilibre émotionnel. Au-delà de la biologie, les habitudes alimentaires influencent aussi les résultats culturels et éducatifs. Les sociétés valorisant une alimentation équilibrée présentent souvent une meilleure performance académique et une moindre prévalence du déclin cognitif chez les personnes âgées. À l'inverse, l'insécurité alimentaire aggrave les disparités, affaiblissant à la fois la santé et les opportunités. Ainsi, la nutrition n'est pas seulement une nécessité physiologique, mais un déterminant du bien-être intellectuel et social.
Au professeur Tanaka, le commerce mondial est souvent abordé sous l'angle économique, mais comment influence-t-il l'identité culturelle? En effet, le commerce ne concerne pas seulement les marchandises, mais aussi les idées, les pratiques et les valeurs. Lorsque les biens circulent au-delà des frontières, ils véhiculent une signification symbolique. La diffusion du café ou du thé, par exemple, a transformé les rituels quotidiens dans des régions éloignées de leurs origines. Cependant, ces échanges ne sont pas unidirectionnels. Les cultures locales adaptent les produits étrangers, les intégrant à leurs traditions uniques. Le sushi dans les pays occidentaux, par exemple, s'éloigne souvent considérablement de ses origines japonaises, illustrant ainsi une hybridation culturelle. Pourtant, la mondialisation suscite aussi des tensions. L'arrivée rapide de produits étrangers peut provoquer des craintes de dilution culturelle, entraînant des mouvements visant à protéger les traditions linguistiques, culinaires ou artisanales. Cette négociation engendre à la fois enrichissement et conflit. À long terme, le commerce mondial favorise l'interconnexion, tout en obligeant les communautés à redéfinir sans cesse leur identité. Le paysage culturel devient dynamique, ni totalement uniformisé ni entièrement fragmenté, mais un jeu complexe de préservation et de transformation. Au professeur Tanaka, le commerce mondial est souvent abordé sous l'angle économique, mais comment influence-t-il l'identité culturelle? En effet, le commerce ne concerne pas seulement les marchandises, mais aussi les idées, les pratiques et les valeurs. Lorsque les biens circulent au-delà des frontières, ils véhiculent une signification symbolique. La diffusion du café ou du thé, par exemple, a transformé les rituels quotidiens dans des régions éloignées de leurs origines. Cependant, ces échanges ne sont pas unidirectionnels. Les cultures locales adaptent les produits étrangers, les intégrant à leurs traditions uniques. Le sushi dans les pays occidentaux, par exemple, s'éloigne souvent considérablement de ses origines japonaises, illustrant ainsi une hybridation culturelle. Pourtant, la mondialisation suscite aussi des tensions. L'arrivée rapide de produits étrangers peut provoquer des craintes de dilution culturelle, entraînant des mouvements visant à protéger les traditions linguistiques, culinaires ou artisanales. Cette négociation engendre à la fois enrichissement et conflit. À long terme, le commerce mondial favorise l'interconnexion, tout en obligeant les communautés à redéfinir sans cesse leur identité. Le paysage culturel devient dynamique, ni totalement uniformisé ni entièrement fragmenté, mais un jeu complexe de préservation et de transformation. Dr Morales, des recherches récentes suggèrent que l'acidification des océans affecte non seulement la biodiversité marine, mais aussi le comportement des organismes aquatiques. Pouvez-vous préciser? Certainement, des concentrations élevées de dioxyde de carbone se dissolvent dans l'eau de mer, formant de l'acide carbonique. Ce changement chimique perturbe les gradients d'ions essentiels à la signalisation neurologique des poissons. Par exemple, les espèces exposées à une forte acidité manifestent des réponses prédateurs-proie inversées, c'est-à-dire qu'elles peuvent nager vers le danger plutôt que de s'en éloigner. C'est fascinant et inquiétant. Cela a-t-il des conséquences à l'échelle des écosystèmes? En effet, le comportement modifié influence l'alimentation, la reproduction et les migrations. Les habitants des récifs coralliens, par exemple, perdent leur orientation spatiale, ce qui réduit la stabilité des populations. Avec le temps, cette distorsion comportementale se propage dans les chaînes alimentaires, déstabilisant des écosystèmes entiers. Une récupération est-elle possible si les émissions diminuent? Une réversibilité partielle a été observée, mais l'adaptation neuronale reste lente.
Les changements d'acidification se produisent désormais plus vite que l'évolution des mécanismes compensatoires des espèces, rendant urgente la conservation. Dr Morales, des recherches récentes suggèrent que l'acidification des océans affecte non seulement la biodiversité marine, mais aussi le comportement des organismes aquatiques. Pouvez-vous préciser? Certainement. Des concentrations élevées de dioxyde de carbone se dissolvent dans l'eau de mer, formant de l'acide carbonique. Ce changement chimique perturbe les gradients d'ions essentiels à la signalisation neurologique des poissons. Par exemple, les espèces exposées à une forte acidité manifestent des réponses prédateurs-proie inversées, c'est-à-dire qu'elles peuvent nager vers le danger plutôt que de s'en éloigner. C'est fascinant et inquiétant. Cela a-t-il des conséquences à l'échelle des écosystèmes? En effet, le comportement modifié influence l'alimentation, la reproduction et les migrations. Les habitants des récifs coralliens, par exemple, perdent leur orientation spatiale, ce qui réduit la stabilité des populations. Avec le temps, cette distorsion comportementale se propage dans les chaînes alimentaires, déstabilisant des écosystèmes entiers. Une récupération est-elle possible si les émissions diminuent? Une réversibilité partielle a été observée, mais l'adaptation neuronale reste lente. Les changements d'acidification se produisent désormais plus vite que l'évolution des mécanismes compensatoires des espèces, rendant urgente la conservation. Les bibliothèques communautaires évoluent en centres civiques dynamiques, bien au-delà du simple prêt de livres. Elles accueillent des ateliers, offrent un accès numérique et soutiennent l'apprentissage local, comblant les lacunes en matière d'alphabétisation et de technologie. Des espaces flexibles favorisent des activités variées, cours de langue, clubs de makers, forums civiques, dynamisant les quartiers. Les bibliothèques proposent souvent des services essentiels tels que l'accès à Internet, l'aide à l'emploi et des espaces d'études sûrs, ce qui en fait une infrastructure sociale indispensable. Investir dans des programmes inclusifs et des actions de proximité renforce la résilience communautaire et la participation démocratique. La renaissance de la musique classique attire de nouveaux publics grâce à une programmation inventive et des collaborations originales. Les ensembles associent le répertoire canonique à des œuvres contemporaines, intègrent du multimédia ou se produisent dans des lieux non conventionnels pour atteindre des auditeurs qui ne fréquenteraient pas les salles traditionnelles. Des initiatives éducatives démystifient la notation et l'histoire pour les jeunes, tandis que les enregistrements et le streaming élargissent l'accès. En conciliant tradition et expérimentation, la musique classique conserve sa profondeur tout en restant pertinente, cultivant un nouvel intérêt sans sacrifier la rigueur artistique. La mode durable met l'accent sur la circularité, la durabilité et la transparence des chaînes d'approvisionnement. Les créateurs choisissent des matériaux durables, des constructions réparables et des fibres recyclées pour réduire les déchets et la pollution.
Les marchés de seconde main et les services de location prolongent la durée de vie des vêtements, déplaçant la consommation loin du jetable. La traçabilité et les certifications aident les consommateurs à faire des choix éclairés, tandis que des pratiques de travail équitables abordent la justice sociale dans la production. Lorsque les acheteurs valorisent la qualité plutôt que la quantité, l'industrie tend vers des modèles moins gaspilleurs et plus équitables. La science citoyenne démocratise la recherche en invitant le public à participer à la collecte et à l'analyse des données. Des observateurs amateurs surveillent les migrations d'oiseaux, cartographient la pollution lumineuse ou classifient les galaxies, produisant de vastes ensembles de données que les équipes professionnelles peuvent analyser. Les projets participatifs renforcent la littératie scientifique, l'engagement communautaire et la responsabilisation, tout en accélérant la découverte. Une formation appropriée, des protocoles clairs et des boucles de rétroaction garantissent la qualité des données. Lorsque les institutions partagent ouvertement outils et résultats, les citoyens se sentent propriétaires des découvertes et contribuent de manière significative au savoir collectif. Les véhicules électriques accélèrent la décarbonation mais nécessitent une réflexion systémique. Au-delà de trains motrices plus propres, les VE exigent des infrastructures de recharge, des mises à niveau du réseau et des stratégies de charge intelligentes pour éviter les pics de tension. Le recyclage des batteries et les usages secondaires réduisent l'impact sur les ressources, tandis que l'urbanisme doit intégrer les bornes de recharge et un accès équitable. Les incitations, l'augmentation de la production et la formation des consommateurs réduisent coûts et anxiété. Avec des politiques alignant investissement et durabilité, les VE peuvent réduire les émissions du transport sans reproduire les inégalités de l'ère des combustibles fossiles. L'hygiène du sommeil influence la santé cognitive autant que l'alimentation et l'exercice. Des heures de coucher régulières stabilisent les rythmes circadiens, tandis qu'une routine de relaxation, lumière tamisée, lecture douce, limitation des écrans, prépare le cerveau au repos. Un lit confortable et une chambre fraîche et sombre améliorent la profondeur du sommeil. Éviter les repas lourds et les stimulants avant le coucher réduit les interruptions. Un bon sommeil favorise la consolidation de la mémoire, la régulation de l'humeur et la résilience immunitaire. De petites modifications comportementales produisent souvent des bénéfices disproportionnés sur le fonctionnement quotidien et le bien-être à long terme. Les corridors de biodiversité reconnectent des habitats fragmentés, permettant aux espèces de se déplacer, de se reproduire et de s'adapter aux changements. Les voies vertes urbaines,
zones tampons riveraines et réseaux de haies relient des parcelles autrement isolées par les routes ou l'agriculture. Les corridors maintiennent la diversité génétique, réduisent les extinctions locales et soutiennent les services écosystémiques tels que la pollinisation et la filtration de l'eau. Leur conception nécessite la coordination des parties prenantes, la planification de l'usage des sols et un suivi pour garantir leur efficacité. Même des connexions modestes et bien situées améliorent considérablement la résilience des paysages face aux changements climatiques et aux pressions humaines. Le micro-entrepreneuriat en ligne permet aux créateurs de transformer des compétences spécialisées en sources de revenus. Des outils peu coûteux pour le marketing, le commerce électronique et les paiements réduisent les barrières d'entrée, permettant aux artisans, tuteurs et consultants d'atteindre des audiences mondiales. Le succès dépend d'un branding clair, d'un contenu cohérent, du service client et de l'adaptabilité au retour. Une montée en échelle réfléchie, externalisation de certaines tâches, automatisation des travaux répétitifs, préserve la qualité sans épuiser les fondateurs. Les réseaux locaux, micro-subventions et programmes de mentorat soutiennent davantage une croissance durable, surtout pour les entrepreneurs sous-représentés. Les îlots de chaleur urbains rendent les villes plus chaudes que la campagne environnante, aggravant les problèmes de santé et la demande énergétique. Les surfaces sombres, les bâtiments denses et la végétation limitée retiennent la chaleur, surtout la nuit. Les mesures d'atténuation incluent la plantation d'arbres, les toits réfléchissants ou végétalisés, les revêtements perméables et l'orientation réfléchie des rues pour améliorer la circulation de l'air. Ces stratégies de refroidissement réduisent les maladies liées à la chaleur et diminuent la consommation de climatisation. Les intégrer à la planification urbaine profitent aux populations vulnérables et améliorent le confort toute l'année, transformant les quartiers surchauffés en espaces plus frais et plus sains. La littératie financière permet aux individus de gérer les risques, d'épargner et d'atteindre des objectifs à long terme. Comprendre le budget, les intérêts composés, la diversification et les frais aident à éviter des erreurs coûteuses. Des habitudes simples, suivre ses dépenses, automatiser l'épargne, apprendre les principes de base de l'investissement, se transforment en sécurité financière. L'éducation pratique doit viser tous les âges et toutes les communautés, en utilisant des exemples pertinents et des outils accessibles. Lorsque les ménages peuvent interpréter les produits financiers et résister aux offres prédatrices, la résilience économique et la mobilité sociale s'améliorent, au bénéfice des individus comme des sociétés.